Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Donc aujourd'hui, petit dump sur le BTC. On va vous expliquer, bien entendu, comme d'habitude, pourquoi. Et c'était un dump qu'on avait prévu dans la vidéo d'hier. J'avais annoncé les 39 500. Aujourd'hui, on va revoir un petit peu les targets de baisse pour voir jusqu'où ça peut diminuer. Et puis, on ira voir aussi à nouveau un privacy coin, puisque je trouve qu'en ce moment, le fonda est bien. Comment dire, le contexte est bien propice à ce type d'investissement, privacy coin, donc qui protège votre portefeuille, qui protège votre identité. Donc on va aller voir aujourd'hui le ZEC. Donc on passe en partage d'écran. Tout simplement aujourd'hui, je vous l'avais dit dans la vidéo je sais plus, c'était il y a quelques jours où j'ai dit regardez bien jeudi à 14h30 ce qui va se passer parce que on aura des chiffres intéressants qui vont sortir et c'est comme ça tous les 10 du mois. Les chiffres de l'inflation du mois pour les États-Unis, du mois de février. Et ici, vous voyez que si on arrive à la bougie de 14h30, 14h30 aujourd'hui, tac, 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 voilà, on était par ici, 14h30, voilà. Vous voyez qu'on a une grosse volatilité ici vers le nord. Vous voyez qu'on est parti à 14h de 38 500. On a augmenté jusqu'aux 40 300. Et puis ensuite, grosse correction dans l'autre sens. Donc, mouvement de liquidation un petit peu dans les deux sens en raison de cette news. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là et pourquoi le marché nous a fait cette liquidation dans les deux sens? C'est ce qu'on verra quand on ira voir tout à l'heure l'order flow. Donc, restez bien jusqu'à la fin. J'en profite également pour vous dire de vous abonner, bien entendu, mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. C'est le seul moyen que vous ayez de pousser la chaîne, de me soutenir et de m'encourager à continuer à faire des vidéos tous les jours. C'est tout simplement de dire vas-y mon gars, continue dans les commentaires, ce genre de choses. C'est ça qui donne un petit peu du fuel à la machine. Donc du coup, là, je vous avais donc prévenu qu'il y aurait une grosse volatilité ici à ce moment-là. Comme je vous avais prévenu qu'il y aurait une grosse volatilité ici à ce moment-là, malheureusement, je n'avais pas la news exacte de quand allait sortir comment dire, cette régulation US. Et pour ça, allez voir la vidéo que j'ai faite avant-hier et hier, où je vous ai dit attention, il y a un décret qui va sortir. J'avais pas la news exacte du moment, et puis là, je vous ai expliqué hier que ça a pumpé dans la nuit, avant l'annonce en fait du décret, tout simplement parce que Janet Yellen, la secrétaire du Trésor américain, s'est plantée et a fait un tweet dans la nuit qui contenait les principales, comment dire, tout ce qui allait se passer un petit peu dans ce décret a été tweeté par erreur, puis effacé ensuite, mais l'information a fuité dans la cryptosphère et tout ça a fait bien entendu monter le prix. À partir de là, aujourd'hui, donc, on a les chiffres de l'inflation du mois de février. Et ils sont de 0,8% sur un mois. 0,8%, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on est sur des plus hauts depuis 40 ans. On n'a pas eu 0,8% sur le mois en inflation. Bien évidemment, cette inflation-là, elle est poussée aussi par les matières premières. Vous le comprenez ici, le pétrole, même s'il corrige un petit peu ici à l'instant T. Et désolé, j'ai ma connexion qui rame un petit peu à l'instant T. Donc du coup, le pétrole qui nous est monté jusqu'à 116 et qui bien entendu a fait des plus hauts autour de 130 ici, hein, vous comprenez que qu'il là est en train de recorriger. Pourquoi le pétrole corrige? Ben, tout simplement, tout le monde prend profit sur la narration. Le moment où Biden dit on banne le pétrole russe, le pétrole russe est banni des importations américaines, c'est là que tout le monde prend ses profits. Est-ce que le pétrole peut redescendre beaucoup plus ici à partir de là? Bien entendu, il suffit de plusieurs choses pour ça. Déjà, on a besoin de relâcher un petit peu cette pression sur le pétrole et l'OPEP et les États-Unis et enfin tous les pays producteurs de pétrole ont la main sur le robinet. Vous comprenez que ici, il y a un moment où oui, on peut prendre des profits, on peut se gaver un petit peu, mais quand on atteint des niveaux un petit peu trop critiques, il y a des notions géopolitiques qui rentrent en compte et c'est bien évident que vous déstockez un petit peu de ce que vous avez stocké. Le pétrole américain est stocké en masse au Texas, etc. Et il suffit de dire, bon ben allez, je te lâche quelques centaines de milliers de barils au prix courant. Là, ils ont pris des super profits ici dans les 120. Vous comprenez qu'ici à 110, ils sont toujours super bien. Donc voilà.
Ça, c'est la première chose à comprendre. On rouvre le robinet, il y a le pétrole est stocké, bien évidemment, et donc du coup, tout ça est des grosses négociations qui se forment. À partir du moment où, je sais pas, Total ou autre, on va prendre plutôt des Américains, je sais pas, Exxon, commence à dire, eh ben là, ça y est, on peut déstocker un peu, on peut vendre, les gars, on s'est bien gavé quand même. Eh bien évidemment, ça repart à la baisse. Donc le pétrole, on a fait le tour. Le blé, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que euh, le blé a connu des plus hauts aussi au moment de l'invasion. On a pricé l'invasion, tout ça était un pricing de l'invasion. Et puis là, le prix se libère un petit peu, vous l'aurez compris aussi. Bon, donc grosse inflation sur février, je reviens au dossier principal, on va dire. Grosse inflation sur février, et du coup, Bitcoin corrige. Alors, et ça, je l'ai beaucoup expliqué sur la chaîne, c'est un petit peu antinomique avec le fondamental de Bitcoin, et c'est pour ça que je pense qu'au départ, Bitcoin monte sur la première bougie, parce qu'il y a une première entrée des gens qui sont sur le fondat, les holders, les gens qui savent que Bitcoin est un actif anti-inflationniste. À long terme, ces taux d'inflation énormes sont très bons pour Bitcoin, vous l'aurez compris. Le Bitcoin va être édité à 21 millions, il y en a 19 millions qui sont sortis aujourd'hui, il n'y en aura pas un de plus, donc Bitcoin est un actif anti-inflationniste. Il n'est pas possible de créer du Bitcoin, et Bitcoin représente pour les États la non-possibilité de battre monnaie, la non-possibilité de déconnecter la sphère monétaire de la sphère économique. J'ai fait une vidéo aussi là-dessus qui s'appelle What is Money, qui s'appelle Qu'est-ce que l'argent, et donc du coup qui explique notamment via l'école autrichienne de la monnaie, l'explication de l'école autrichienne est de dire qu'il y a une dichotomie entre la sphère monétaire et la sphère économique, surtout les néo-autrichiens, enfin le renouveau de cette école autrichienne, et qui nous dit ben, c'est pas normal parce qu'en fait l'argent n'est plus connecté à ce à quoi théoriquement il est censé normalement, comment dire, c'est un petit peu comme les marchés théoriquement doivent être fonction des bénéfices des entreprises, mais pas de la sphère monétaire. Vous comprenez que là, on est tous pendus à la réunion de la Fed qui aura lieu le 15 et 16 mars prochain, mais pas du tout à quels ont été les résultats d'Amazon cette année, quels ont été les résultats de Google, je donne des exemples au hasard, mais qu'on est plutôt pendu à est-ce que la Fed va continuer de sortir de l'argent gratuit. Donc, dichotomie entre la sphère monétaire et la sphère économique, c'est très important à comprendre. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir, elle est un petit peu difficile d'accès, bien évidemment, parce qu'elle est très axée sur la théorie, mais elle est vraiment intéressante quand même, donc allez voir cette vidéo. Donc, à partir de là, il faut comprendre plusieurs choses. Déjà, il y a quelque chose et ça j'y reviendrai tout à l'heure, je vais reprendre ce post-it, on va le mettre un petit peu plus tard, mais il faut comprendre que ces meetings de la Fed, et là je vais vous sortir le planning complet. Ici, on en a un le 15-16 mars, mais il y en aura toute l'année. Il n'y en a pas en avril, mais mai, juin, juillet, il n'y en aura pas en août non plus, mais septembre, novembre et décembre. Donc, on a ici, à partir de là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meetings. 6 meetings, on aura vraisemblablement une hausse des taux en mars, a priori très légère vu le contexte. A priori, c'est ce que le marché pense. Mais on aura 7 meetings dans l'année. S'il remonte de 0,25 à chaque fois, vous comprenez que ça fait 7 fois 0,25, 1,75% de possibilité de remonter. Donc c'est quand même c'est très conséquent. 1,75, c'est très conséquent. Donc ici, vous savez que j'aime bien regarder cette stat. Ça, c'est comment les intervenants sur le marché, c'est une sorte de sondage, à combien les gens pensent que la Fed va remonter ses taux. Et là, c'est assez intéressant aujourd'hui, puisqu'on a des gens qui commencent à dire que en fait, elle ne va pas remonter ses taux en mars. 4%, alors que ne serait-ce que hier, on était plutôt sur 97% une remontée des taux de 0,25 ou 0,50 et 2,7 qui pensaient que ça pourrait être 0,50 ou 0,75. Alors là, malgré la news de l'inflation aujourd'hui qui est au plus haut depuis 40 ans pour le mois de février, on a des gens qui commencent à dire ah non mais la Fed ne peut pas remonter les taux. Donc ça c'est intéressant à regarder. Je vous ai montré donc le planning, on a 7 réunions qui vont donner ce type de narration. Donc on sait ici que la Fed va remonter les taux. Pourquoi c'est important pour Bitcoin et pourquoi Bitcoin n'est plus corrélé à son fondamental réel long terme à l'instant T? Parce que tout simplement, beaucoup d'institutionnels sont rentrés sur Bitcoin comme si vous rentriez sur une startup.
une startup, une grosse action tech américaine. Et ici, vous voyez, je vous montre beaucoup cet indice-là, qui est celui des 100 plus grosses actions tech américaines. Et je vous montre rarement le Nasdaq ou le SPX, mais je préfère, moi, me baser sur cet indice-là, tout simplement parce que c'est la manière dont Bitcoin est pricé par les marchés. Donc Bitcoin a un petit peu ici le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'il est pricé par ceux qui savent, les holders, etc., les long-term holders, comme un actif pour se hedger contre l'inflation et un petit peu comme l'or digital, une valeur refuge. Et il est pricé par les intervenants plus à court terme, les spéculateurs, les institutionnels des marchés, qui sont très présents sur Bitcoin aujourd'hui, plutôt comme un asset à risque, c'est-à-dire un asset qui, si jamais on combat l'inflation, devra corriger comme les actions tech. Vous avez ici la dichotomie entre un portefeuille dynamique. Vous allez avoir un portefeuille que vous allez placer de la grosse action tech qui va bien booster, qui va bien prendre si jamais c'est le cas. Et de l'autre côté, vous avez un portefeuille beaucoup plus conservateur, père de famille, banquier de la BNP, qui vous vend un petit peu des choses, des SICAV, des choses beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus... Écoutez, monsieur Gentil, vous n'allez pas beaucoup performer, mais au moins votre argent sera sûr, il sera garanti. Comprenez ici bien évidemment que le but est de se diversifier. Le but est d'avoir un portefeuille qui est relativement hermétique à tout type de crise et que donc aussi quand vous avez un meilleur rendement sur un fonds euro, ce que j'appelle un fonds euro, c'est un fonds très sûr, très verrouillé, très principalement obligataire, on va dire, c'est-à-dire c'est du crédit, ça n'est pas des actions, ça n'est pas des titres de propriété, c'est du crédit. Et ben sur ce type de fonds, vous allez moins performer, mais votre argent sera plus garanti. Donc vous avez toujours un curseur. Pour ceux qui vont souvent à la banque vous fait passer même des entretiens pour être sûr que vous comprenez bien que quand vous investissez sur du très dynamique, que votre portefeuille, que vos investissements ne seront pas garantis. Et en ce moment, voilà, on a eu énormément, bien entendu, d'unités de compte, donc d'actions qui ont été placées sur le marché, puisque l'argent ne performait plus. Donc du coup, les curseurs qu'on pouvait avoir il y a 10 ans de je prends une assurance vie à 70% en monétaire et à 30% en actions, aujourd'hui ça n'existe plus. On va plutôt vous proposer l'inverse, c'est-à-dire un 30% monétaire, 70% actions, ou alors un 50-50. On va dire que votre profil est déjà conservateur si vous êtes sur un 60-40, 50-50, c'est déjà assez conservateur comme investissement. Donc on a fait ça, je vous ai parlé du stock de pétrole, on a aussi des pourparlers entre les Russes et les Ukrainiens qui vraisemblablement ne se sont pas très bien passés. Donc du coup, bien entendu, la narration d'une guerre longue qui peut revenir ici et qui peut aider le prix à dumper. Hier, je vous ai parlé des 39 500 quand on a fait la vidéo et qu'on a fait l'order flow hier. Donc on va aller voir l'order flow aujourd'hui, on va essayer de réfléchir où pourrait aller le prix ici. Ici, vous comprenez aussi, et j'en ai reparlé hier, qu'on a très peu d'ordre ici à la vente. Au sein même, on va dire, de cette consolidation, en fait, finalement, il y a assez peu d'ordre dans les deux sens. Bon, à part du spoofing, c'est-à-dire ce qu'on appelle le spoofing, c'est je mets des faux ordres pour dire, regardez, le prix va s'arrêter là. Si je vous montre sur des rebits, c'est ridicule. Attendez, il est où des rebits? Voilà. Regardez ce spoofing, ça c'est du spoofing. On nous dit, mais non, le prix n'ira pas en dessous de 34 000 dollars. C'est typiquement du spoofing. Le spoofing est interdit sur les marchés financiers, mais sur Bitcoin, qui est un marché qui est totalement libre. C'est le marché le plus libre, donc le plus risqué du monde. Vous avez le droit de faire du regarde, je vais en acheter plein, alors qu'en fait, vous allez enlever vos ordres quand le prix se rapproche ici des ordres. Et là, vous voyez, typiquement, on a un dip, cet ordre a disparu là au moment où on allait le toucher, ces ordres disparaissent. Tout ça, c'est du spoofing. Ne croyez pas dans les carnets d'ordre quand c'est trop gros, quoi. Je veux dire, quand c'est trop gros, c'est trop gros. Donc, on revient sur Binance. Tac. Je n'ai pas pris le bon. Hop. On revient sur Binance. Voilà. Donc, Binance, bon ben voilà, là vous comprenez ici qu'on a assez peu de choses et c'est ce qui fait que le prix est très facilement drivé par les market makers vers les liquidations en fait, hein, tout simplement. Bon, le max pain price, on va pas en reparler tous les jours, mais on est toujours à 40 000. Vous voyez que l'open interest a augmenté ici, il est à 17 000 bitcoins. Donc beaucoup de gens, vous comprenez que les options constituent une sorte d'assurance. Vous prenez un scénario et vous achetez aussi le scénario inverse dans l'autre sens.
de manière à vous hedger. Donc là, ici, on comprend que tout le monde sera au maximum perdant si le prix reste autour des 40 000. On a ici un strike à 42 qui commence à être vraiment important, 1500, et on a un strike à 46. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que peut-être que ces gens-là ont l'argent pour pousser le prix et que leurs options soient gagnantes. Ça peut être une possibilité. Bon, néanmoins, pour le moment, on continuera à garder les 40 comme un niveau possible. Ici, et là, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on a? On a un funding qui est très fortement négatif. Un nombre de contrats qui était à l'augmentation ici. Donc au moment où ce funding a augmenté, bon là on a nettoyé vers le bas aussi. Donc c'est normal qu'ici le nombre de contrats diminue parce qu'en fait on clôture des longueurs ici, mais moi ce que je vois c'est un funding qui descend fortement. Donc ça j'aime beaucoup, ça me fait dire que le prix va ici remonter à la hausse. On a ici un funding qui continue à augmenter, donc là on a liquidé un paquet de longueurs entre temps, et ici le funding augmente aussi. Hier quand j'ai fait la vidéo, je vous ai dit pour moi on va... Ici, on va revenir ici aux 6,34 milliards d'open interest. Et qu'est-ce qu'on a fait? Bah, c'est exactement cette bosse, c'est-à-dire que, et j'avais annoncé un prix du coup à peu près équivalent. Alors c'est à la louche, hein, mais quand j'étais là, j'avais annoncé un prix de entre 39 et 39 500. Voilà, je pense que j'avais annoncé ça. Voilà. Ouais, c'est ça, 39,3. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on est revenu au 39,3. Est-ce qu'on pourrait aller plus bas et est-ce qu'on a des choses à prendre plus bas? Bien entendu, hein, pour moi, ce pic-là est assez important. C'est-à-dire que si on vient ici, on corrige un bon paquet de longueurs là. Donc là, on va le mettre en rouge. Je sais pas pourquoi j'avais pas dû sauver hier, mais voilà. Donc ici, vous voyez que le funding avait augmenté, le nombre de contrats aussi. Et qu'est-ce que ça nous permettrait tout ça? Ça nous permettrait de revenir aux 5,86 milliards d'open interest, qui est un niveau très correct. Donc pour moi, un dip ici autour des 3800, limite, on pourrait même aller jusqu'au 37,8 ici, que ça ne serait pas, comment dire, flippant, parce que ça serait tout simplement un mouvement lié aux liquidations. On vient chercher des poches de liquidité. Le marché se nettoie de lui-même par les market makers. Les market makers sont des robots ou des gens qui viennent tout simplement. Si vous prenez un contrat en levier, il faut comprendre ça, vous prenez un contrat avec quelqu'un. Cette personne qui est un fournisseur de liquidité s'appelle un market maker, c'est-à-dire il prend un contrat risqué avec vous, mais en même temps, il a aussi un petit peu d'argent qui peuvent lui permettre d'aller, comment dire, d'aller chercher le prix qu'il a envie d'aller chercher. C'est pour ça que ça s'appelle un market maker. Ils fournissent de la liquidité et aussi ils sont là pour vous quand vous prenez un contrat contre eux, ils sont là pour venir vous faire manger la poussière de manière à ce que les exchanges aient le plus ils sont payés par les exchanges, mais ils se payent eux-mêmes aussi, hein, puisqu'ils gagnent sur les contrats. Mais comment dire, c'est leur boulot et du coup ils fournissent la liquidité au marché. Si vous avez envie de prendre un contrat sur les futurs, vous pourrez le faire grâce à eux, ce sont des gens ou des robots bien entendu, qui gagnent très bien leur vie pour faire tout simplement fluctuer les marchés. Voilà. Ici, on va sur iBlock, donc on va étudier les gros leviers, donc les x25, x50, etc. Et assez souvent, en ce moment, on a pas mal bon sur iBlock en étudiant ça. Donc rappelez-vous, pour moi, le niveau, bon, c'est 37,2. Qu'est-ce qui s'est passé là dernièrement? Eh ben, vous voyez que ici, sur cette montée qu'on avait faite hier, il y a eu énormément de leviers qui sont rentrés. Vous voyez, c'est tous les points rouges et jaunes et roses et rouges. On est venu les liquider instantanément. Enfin, instantanément. En plus, là, on avait encore ouvert une autre position ici qui est venue se faire liquider aussi. Et puis là, on a une dernière grosse position. Vous voyez ici 252 millions à prendre au 38 300, 38 300. Et si vraiment on veut liquider jusqu'en bas, je vous ai parlé des 37,2 qui pourrait être un niveau de dip. On a du short au-dessus, hein. Attention, hein, il faut bien comprendre ici. Bon, là, j'ai mis le tiers. Oui, c'est le tiers 2. On a du short. On a plus de short même au-dessus. Vous comprenez que le delta, là, ici, il est plutôt shorter. C'est-à-dire qu'il y a plus d'argent au-dessus du prix qu'en dessous du prix. Mais repartir sans prendre cette poche-là m'étonnerait beaucoup. Un petit tour sur Kingfisher. Et puis à partir de là, on va vite fait faire les news et puis on ira faire le ZEC. La vidéo qui fait déjà 19 minutes, mais c'est pas grave, on est ensemble, on est cool, on est bien, bien, bien.
Malheureusement, j'ai une connexion aujourd'hui qui galère un petit peu. Il faut que je revoie un petit peu le mesh Wi-Fi que j'ai dans la maison, parce que je pense que la connexion est correcte à la base. Mais ici, dans le bureau, c'est pas ouf au niveau Wi-Fi et ça me dérange beaucoup. Je vous raconte un petit peu ma vie en attendant que Kingfisher veuille bien nous charger ces poches de liquidité-là. Alors, oui, donc bah, c'est exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire on voit ici cette poche jusqu'au 37,2 là, hein, qui est une relativement grosse poche. On voit aussi qu'il y a des niveaux qui viennent de se créer là, juste au-dessus. Donc à l'instant T, on pourrait faire un up jusqu'au 40, monter au 40, aller au 37,2 et repartir chercher les grosses poches ici au 44. Ça pourrait être un scénario. Vous comprenez ici que c'est un petit peu capillotracté, mais franchement, ça se tiendrait. C'est-à-dire on prend la poche de liquidité qui est la plus proche, on fait un petit rebond technique ici de manière à remonter au 39,7 admettons. Ensuite on se retourne dans l'autre sens parce qu'on aura accumulé ici des longueurs, des gens qui se diront ah c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça vient. Et puis on revient chercher dans l'autre sens l'autre poche de liquidité. Et puis ça pour moi c'est trop vieux pour être vraiment traité à l'instant T et c'est trop bien protégé aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu des tentatives d'aller prendre ces poches les market makers se sont mangés les dents au 33. Une première fois on a vu qu'il y avait une très belle bougie de défense des 33 et au 34-35 la deuxième fois le jour de l'invasion de l'Ukraine. Je vous avais fait cette vidéo aussi, je vous avais dit le jour de l'invasion, très bon point d'achat. Et a priori, pour l'instant, le scénario tient bien. J'avais plutôt raison. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai racheté des actions qui sont autour de la blockchain. J'ai racheté de la US Tech aussi. J'ai racheté aussi un petit peu d'européen parce que ça a énormément corrigé. Soit dit en passant, d'ailleurs, c'est relativement drôle parce qu'aujourd'hui, Christine Lagarde a fait l'annonce qu'elle va arrêter le quantitative easing. C'est-à-dire, quantitative easing, c'est l'Europe qui achète sur ses propres marchés. La Banque Centrale Européenne édite de la monnaie pour acheter sur ses propres marchés. Donc en pleine invasion de l'Ukraine, en pleine crise, Christine Lagarde fait cet effet d'annonce qui est complètement qui n'est pas du tout senti. Je veux dire, au niveau communication, c'est très mauvais par rapport à Powell, vous voyez, qui est quand même beaucoup plus mesuré. Là, on a vraiment une championne parce que le marché était en train de se reprendre un petit peu en Europe. Et puis là, elle dit, on arrête d'acheter sur les marchés financiers. Bon, bah, c'était peut-être un peu plus intelligent de le faire avant ou après. Mais bon, on n'a pas les mêmes communicants. On parle de politique monétaire et les gens sont plus ou moins bons en politique. Je critique pas Christine Lagarde. Enfin, si, là, je suis en train de la critiquer, donc c'est un petit peu démago ce que je vous dis. Mais bon, on continue, on passe là-dessus. Ça, c'était un petit aparté, histoire de vous expliquer pourquoi on a ce type en Europe aujourd'hui. Donc moi, personnellement, voilà, je suis rentré un petit peu sur certaines choses, assez peu sur les cryptos, parce que j'avais racheté, moi, vous vous rappelez, l'invasion. Là, qu'est-ce qu'on regarde? L'inflation qui augmente de 7,9%, en fait, il faut le comprendre comme 0,8% sur le mois, le niveau le plus haut depuis 40 ans. Waouh! Ici, c'est pareil, là on nous conseille d'investir sur des trucs parce que qui vont au moins payer 3,5% des dividendes, voilà, des actions dividendes. Ici, Amazon qui fait un split stock, bon voilà, rien de bien foufou sur MarketWatch. Et le Wall Street Journal, il est où? Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Et ben c'est pas grave, on va le remettre. Hop. Et le Wall Street Journal qui dit que la Russie augmente son niveau d'attaque après avoir striké un hôpital de maternité. Et ici, donc voilà, on voit pas grand-chose. Abramovich qui est en train de se faire saisir, c'est bien. Et voilà, l'inflation qui, bon, aujourd'hui, vous comprendrez que le narratif, c'est la guerre et l'inflation. Ensuite, on va passer du coup au ZEC. Donc, on fait un dernier petit tour sur Bitcoin pour vous dire là où je pense, moi, personnellement, que les choses peuvent se jouer. Donc, on a une possibilité là de revenir toucher ce support-là des 37, c'est-à-dire revenir le tester. Donc, de faire éventuellement ici petit mouvement au 40, ensuite 37, et ensuite, pour moi, on s'extire vers le haut. Alors là, j'ai tracé à la serpe, je ne sais pas vraiment jusqu'où on va aller, mais voilà. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, on dip ici sur cette narration de l'inflation, donc les actifs hors risque. Hop, excusez-moi.
Hop, excusez-moi, c'était encore mon fils qui aime bien dire bonjour à YouTube, visiblement, qui n'a pas encore compris la notion de- Alors, mon fils va lancer une chaîne sur les dinosaures. Je vous l'annonce, je vous fais un gros effet d'annonce, euh, puisque il pense qu'il y a un truc à faire là-dessus. Donc, voilà. On continue sur le ZEC. Voilà. Donc, action de prix, voilà. Pour moi, vous savez que c'est ça. Je suis bullish sur Bitcoin tout simplement parce qu'il y a de l'inflation. Il y a énormément d'inflation. Le vrai fondamental, c'est quoi? Et souvent, il faut en revenir au fondat. Et ben, c'est tout simplement une inflation rampante en plus, c'est-à-dire une inflation dans les matières premières, une inflation qui va manger petit à petit le pouvoir d'achat de beaucoup de gens. Et beaucoup de gens pourront vouloir se dire, je vais investir dans une valeur refuge qui est Bitcoin. Aujourd'hui et hier, je le redis sur le Fonda, hier c'était un moment vraiment excellent parce que qu'est-ce que nous a donné comme narration Biden en prenant ce décret? Il a dit les États-Unis veulent être leaders dans le domaine de la blockchain et le domaine des monnaies digitales. Les États-Unis vont lancer leur monnaie digitale, etc. Donc tout ça correspond à dire, attendez les gars, là il y a vraiment un coup à jouer en termes de long terme sur Bitcoin à nouveau. C'est-à-dire qu'un Bitcoin ou des cryptos ici autour des 40 000 dollars reste un level qui normalement sur le long terme devrait être un bon niveau. Néanmoins, bien entendu, le contexte est très tendu en ce moment avec une potentielle récession à venir puisque l'économie était en surchauffe et qu'on ne va pas réussir à enrayer l'inflation, c'est-à-dire que les gens perdent de leur pouvoir d'achat en même temps que, comment dire, en même temps, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de savings, ils ont plus d'épargne en fait, donc du coup ça fait beaucoup d'argent qui ne vient pas sur les marchés financiers. Et tout ça, en fait, c'est un peu un serpent qui se mord la queue avec un contexte qui est très euh, cannibale pour l'économie, pour elle-même. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et aussi, et ça j'en ai beaucoup parlé dans les vidéos, l'inflation ne profite que aux plus riches par le crédit. Aujourd'hui en Europe, on dit on ne remontera pas les taux, on arrête le quantitative easing, mais on ne remontera pas les taux avant 2024. Donc, vous avez deux solutions à partir de là. Soit vous dépensez tout ce que vous avez, puisque c'est un moyen de se hedger contre l'inflation aussi, de dire, bah, moi, je vis maintenant, je ne transporte pas ma valeur travail dans le temps, je n'épargne pas, et je vis maintenant, c'est tout à fait une possibilité. Alors, il y a des gens qui sont obligés de le faire, il y a des gens qui ont l'opportunité d'épargner, mais qui ne le font pas, tout simplement parce que tout sera plus cher plus tard. C'est une façon de se hedger aussi, et une autre façon de se hedger, c'est d'investir dans des choses risquées. Investir dans des choses risquées pour avoir un capital qui supporte cette baisse de pouvoir d'achat que va vous imposer l'inflation. Donc voilà, ici vous comprenez aussi, et je vous ai bien expliqué la mécanique qui est une hausse de l'inflation fait diminuer malheureusement les investissements risqués. Ça ne marche pas comme ça, tout simplement parce qu'on vous dit qu'avec de l'obligataire, vous allez avoir des meilleurs rendements. Tout ça est une narration. Encore une fois, je parlais de sphère monétaire et de sphère économique. Tout ça est une narration qui pèse sur les marchés depuis novembre. En fait, là, ici, l'événement, c'était les minutes de la Fed qui fuitent et on nous dit attention, les taux vont remonter en mars. Et vous comprenez l'importance pour une banque fédérale, enfin pour une banque centrale, de bien communiquer ici, hein, puisque là, c'était juste des minutes qui avaient fuité. Ici, Powell, depuis tout ce temps-là, a les fesses qui font bravo parce qu'il se dit attention, si jamais je remonte trop vite, on est à l'aube d'un crash. Donc, en fait, il ne peut pas utiliser ses propres outils pour pouvoir enrayer l'inflation, c'est-à-dire une remontée des taux. Il ne peut pas l'utiliser comme il voudrait. Une hausse des taux trop agressive ferait cracher tout ce qui a été pris dans les besaces depuis le Covid. Donc du coup, finalement, tout ça aurait servi à rien. On aurait imprimé pour rien. Et c'est du coup la dernière chose à faire. Donc là, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Forcément, et la Banque centrale aujourd'hui qui dit non, on ne remontera pas les taux avant 2024, mais on va arrêter d'acheter sur les marchés, et ben c'est un petit peu la même idée, c'est-à-dire qu'ils disent tous, eh ben, elle pensait faire une belle annonce, Christine, et en fait, le fait qu'elle dise on arrête d'arrêter sur les marchés, c'est-à-dire je vous en donne un petit peu, je donne un petit peu au petit peuple le fait que je vais arrêter cette inflation avec un outil que j'ai. Tout ça, finalement, s'est transformé en mauvaise narration. L'Europe attendait que Christine Lagarde ne dise tout simplement rien. À partir du moment où elle n'a rien dit depuis longtemps par rapport à ça, le fait de sortir ici du chapeau aujourd'hui, qu'elle arrête progressivement le quantitative easing n'est pas du tout une bonne idée. Les marchés ont très mal réagi
à ça, d'autant plus qu'on a une guerre aux portes de l'Europe, donc bien évidemment, tout ça a fait corriger encore plus les portefeuilles, et je pense que c'est pas fini. C'est-à-dire que maintenant, on va rentrer dans une narration BCE sur les portefeuilles européens, donc là, il va falloir slipper un petit peu ses prix d'achat si vous achetez des actions européennes, pour ceux qui le font, il va falloir un petit peu faire du dollar cost average inversé, hein, enfin voilà, enfin du dollar cost average à la baisse. Le ZEC, alors c'est une vidéo qui est déjà relativement longue, mais c'est pas grave. Donc du coup, si jamais le ZEC ne vous intéresse pas, vous pouvez ici arrêter la vidéo. N'hésitez pas, bien entendu, à vous abonner, mettre un commentaire sympa, mettre un like, etc. Ça vous prend 3 secondes. Et moi, ça m'encourage à continuer à faire ce type de contenu tous les jours. Donc le ZEC, alors on est sur un privacy coin, c'est-à-dire un coin qui protège votre identité au moment des transactions. Un des intérêts du ZEC, c'est que vous pouvez choisir si vous utilisez une transaction publique ou une transaction privée. On ne va pas passer très longtemps sur le fondat, mais en gros, c'est globalement ça l'idée du ZEC. Le ZEC est basé sur le code du Bitcoin, donc c'est un coin qui est très vieux, il est 2013, et à la base, c'était un projet qui devait être implémenté sur Bitcoin et qui finalement a été abandonné, mais le fork est quand même sorti. Il y a des gens qui ont dit, on va quand même créer le Zcash. Le zéro cash, je crois que c'était au départ. Enfin voilà. Ici, est-ce qu'on est en zone de rechargement long terme? La réponse est oui. Vous comprenez que si je dois dessiner la box, elle sera, elle sera ici. Tac. Et c'est donc une box d'achat. Est-ce qu'on est en zone de rechargement de cette zone-là? Je pense qu'on est en dessous, hein. Bon, on pourrait aller voir, à la limite, hop, tac, tac, tac. Oui, on est en dessous de la zone de rechargement à court terme. On est en train de la réintégrer là à l'instant T. Donc, localisation, c'est plutôt pas mal. Ici, j'ai pris le truc, la trendline comme étant ceci, parce que si jamais je vous trace une trendline qui a l'air de ça, ben on se retrouve en 2023. À ce moment-là, c'est pas la peine de faire la vidéo là aujourd'hui. Donc voilà. Donc on pourrait considérer ici qu'il y a eu deux trendlines. Vous voyez cette forte baisse là ici en mai et cette forte baisse ici à l'instant T. Donc moi je la considère voilà un petit peu plus comme une ligne d'axe. Ici vous voyez qu'on rebondit. Ici on en sort, on rebondit dessus, bon très bas, mais on commence à ici donner une structure. Pourquoi on donne une structure? Tout simplement parce qu'on est en train de faire un W ici. Donc voilà, vous voyez ici là, tac, tac, tac. W confirmé au moment où on passe ici cette zone-là. Donc, on a une structure, on a une localisation et on a une structure. Ça fait deux choses qui sont un petit peu dans la peau poche. Au niveau des indicateurs de momentum, est-ce que c'est un oui ou c'est un non? Alors là, peut-être qu'on a, si le prix se retourne ici maintenant, pardon, je vais passer sur l'actif d'après. Puis sur la barre espace sans faire exprès, c'était ZEC. ZEC Tether sur Binance, voilà. Hop. Donc, à partir du moment où... oui, on a peut-être une divergence ici baissière. Vous comprenez qu'au-dessus du prix, le prix augmente, mais le RSI baisse. Là, vous comprenez là, ici, hop, RSI qui baisse. Elle n'est pas encore confirmée, puisque là, le prix pourrait se retourner et on pourrait faire un plus haut. Hein. Ici, là, vous comprenez que là, hop, c'est une divergence potentielle. Au niveau du... momentum, on voit qu'on a un début de W ici sur le momentum, là, un mouvement d'achat qui est suivi d'un mouvement d'achat encore plus fort. Hein, vous comprenez que ça, c'est un W qui est confirmé, lui-même dans un W, ici qui est confirmé aussi, et lui-même dans un potentiel W si jamais on confirme ici de repasser les 9,5. Donc momentum, c'est oui. Momentum sur, vous savez que j'aime bien regarder ici aussi le Market Cypher, ben, on est à la fin d'un... Enfin, il semblerait qu'on soit à la fin d'une sortie d'argent de ce projet. On n'a pas vraiment de divergence ni de point d'achat ici, c'est dommage sur sur Market Cypher, sur VMC. Et puis là, un OBV qui reste croissant quand même dans l'ensemble, en tout cas sur ce contrat. Donc, est-ce que c'est une bonne opportunité de trade sur Zcash? La réponse est oui. Vous comprenez que toutes les conditions sont réunies. Je ne vous dis pas de rentrer dessus, mais voilà, en tout cas en termes professionnels. Et là, je vous apprends plus à faire une analyse que à ne faites pas du copy trading, n'allez pas forcément sur Cash parce que je vous ai dit que Cash présentait des bonnes conditions. Faites ça sur tous vos assets tout simplement avant de rentrer. J'aime bien aussi, et là j'espère qu'il va se réafficher un moment quand même, le volume profile, oui. Bon, on va attendre un petit peu, il va sûrement revenir, c'est
à cause de ma connexion, je pense que ça galère un petit peu. Donc du coup, ici, les niveaux de prise de profit. Et là, on va le faire comme ça. On va faire, comme d'habitude, les 100%, 161,8. 2,618, hop. Et vous voyez que je me mets à chaque fois légèrement en dessous, de manière à être sûr que, bien sûr, mes niveaux soient pris. Si tout le monde fait comme moi, et ben, du coup, je préférerais être légèrement calé en dessous de mon niveau de prise de profit, de manière à être sûr qu'il touche. Parce que très souvent, vous arrivez pile poil ou vous arrêtez juste en dessous, et là, du coup, vous n'avez plus que les yeux pour pleurer. Donc, ZEC est 50e en termes de market cap. Ici, on est à 1500 dollars pour un ZEC, donc je pense que ça fait un fois 10 à partir de là à peu près. Est-ce que ça, c'est possible en termes de market cap? Et faites attention aux gens qui vous donnent juste des niveaux sans aller voir les market cap. Il faut quand même voir si à un moment donné c'est cohérent. Donc on est sur le Zcash et on va lui donner une market cap assez conséquente parce qu'à mon avis pour aller à 1500 dollars il faut qu'il prenne peut-être faire un top 10, soyons fous. 1500 dollars, voilà, c'est ça. Donc pour moi, est-ce que ZEC peut prendre la place de Avax? Non, ZEC c'est vieux. Hein, si je vous remets ce truc-là, vous voyez qu'il avait déjà eu son moment de gloire en 2018. C'est ça, pendant la alt season du. Ah non, même pas. Ouais, c'est ça, début janvier 2018, ouais, pendant la grosse alt season de 2018. Et puis là, depuis, bon, il y a des petits pumps, etc. Mais c'est pas non plus la folie. Ça ressemble quand même un petit peu cette histoire a quelque chose qui avait du jus ici, mais qui en a plus trop là, qui est pas hyper développé. Enfin, on va aller voir ça, hein, de toute façon, après. Est-ce qu'il y a une hype? Au niveau dilution, ici, j'en profite d'être sur CoinMarketCap pour voir qu'on est à 66% de dilution. C'est-à-dire qu'en tout, il y aura 21 millions de ZEC, comme il y aura 21 millions de Bitcoin, et la supply totale a été sortie à 14 millions. Quel était le but de ZEC à l'époque, quand il a été lancé? Bah, c'était de remplacer Bitcoin parce que, comment dire, apporter ici plus de privacy, le côté privacy. Si vous voulez, c'est un Bitcoin avec un Monero en même temps. En gros, voilà, vous avez la possibilité d'être totalement caché si vous avez envie de l'être. Donc, du coup, pourquoi je vous parle de ça? Oui, parce que il n'y aura pas de smart contract, a priori, en tout cas avant un moment sur ZEC, parce que ça voudrait dire énormément de développement par rapport à Ether, etc. et tout. Il n'y a pas de DeFi, voilà, c'est ça que je veux dire. ZEC est plutôt, comment dire, simplement, comme Bitcoin, un outil de paiement et puis une réserve de valeur. On continue sur les niveaux de profit. Oui, j'étais sur les niveaux de profit. Donc pour moi, il y en a certains qui dégagent, à savoir les 1005, c'est mort. Potentiellement, ça aussi, je pense que c'est mort. Mais un ZEC à 1000 dollars, pourquoi pas? C'est-à-dire, je resterai sur des niveaux relativement honnêtes ici, avec, ça nous donne ici, à partir de là, hein, 500%, hein, c'est à peu près ce qu'on a sur les alts si on veut rester, comment dire, pas trop gourmand. Donc, 500 dollars. Pourquoi je vous parle beaucoup des privacy coins en ce moment? Bah, c'est parce que c'est lié un petit peu à la Russie. Vous comprenez que quand vous avez des sanctions, etc., vous avez quand même des bonnes chances ici que ces assets-là performent plutôt pas mal, tout ce qui est Monero, ZEC, etc. Si on s'enlise un petit peu dans cette situation et que vous n'avez pas de privacy coin dans votre portefeuille, ça peut être intéressant d'en avoir parce que peut-être qu'ils vont pumper à contre-courant, par exemple, ou ce genre de choses. Ou en tout cas que ça va redevenir une narration, alors que ça l'était plus trop. On était plutôt dans les années DeFi, Metaverse et compagnie. Bah, là, peut-être que à l'instant T, il y a des gens qui aimeraient bien être cachés et cacher leurs ZEC. Voilà, il y a des gens qui aimeraient bien sortir une partie de leur richesse et l'avoir en ZEC ou en Monero. C'est pour ça que je vous parle de cette narration en ce moment. D'ailleurs, je crois que depuis que j'en ai parlé, ça m'est venu cette idée en regardant le Monero. Depuis que j'en ai parlé, ces coins-là ont plutôt bien performé. Il faudra regarder les indices. Il doit y avoir des indices. Je regarderai ça bientôt. Mais du coup, voilà, ça fait deux privacy coins que je fais. J'ai fait Rennes hier aussi, mais ça fait deux privacy coins que je fais parce que je trouve que le fonda colle bien au moment. Donc 976 comme niveau principal. Qu'est-ce que ça nous dirait en market cap? Et ben, je pense que ça nous fait un petit top 20, j'imagine, hein. On va regarder ça. Hop, 664, non, un peu plus. Donc, ça nous fait un top 15, peut-être. Shiba. Ouais, voilà, la market cap de Shiba pour ZEC.
Alors, vous pouvez vous dire que c'est un peu présomptueux de penser qu'un privacy coin peut revenir au-dessus de Shiba. Ouais, bah, moi je pense que déjà, de toute façon, j'imagine que Shiba, qui est un token ERC20, bon, ici corrige depuis déjà un moment, donc Shiba n'a pas vraiment sa place pour moi dans le top 15, mais bon, ça c'est un autre débat. Et après, comment dire, quel est quel est le premier privacy coin, par exemple? On va regarder ça, ça va être peut-être plus intéressant. Ça doit être Monero. Et quelle est la place de Monero? Tac, 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 tac. Monero est 43e. Donc, si Zach revient à la market cap de Monero actuelle, il va faire un x2. Monero, tous les privacy coins ont en fait énormément corrigé. Je me rends compte en même temps que je. Donc, du coup, à partir de là, donc je disais 15e. Alors, c'est un petit peu présomptueux, peut-être. Donc, on essaiera, bien entendu, de placer des plus forts niveaux de profit avant. On pourrait aussi rajouter ici un niveau de profit, parce qu'il n'y a pas de règle, hein, on n'est pas obligé de faire exactement ces niveaux-là. Quand on sent quelque chose de différent, on pourrait se mettre ici tout simplement à l'ATH, c'est-à-dire un redépart de l'ATH et reprendre ici pas mal de profit là-dessus. Ensuite, est-ce que le point d'entrée est OK pour moi? Oui, hein, on n'a même pas besoin d'attendre. Enfin, comprenez bien que je nuance mes propos hein, ici. Si jamais on voulait placer un trade, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, on voit qu'ici, il y a gros support, là. Donc on se gare en dessous, on met son stop à peu près par là. Et ici, on essaye de voir qu'est-ce que ça nous donnerait un ratio de 2 pour 1. Ça nous emmènerait au 270, c'est-à-dire un x2 pour ce deck ici. Bon, alors là, j'ai peut-être mis mon stop un peu serré. Voilà, si on se met par là, c'est déjà un peu mieux. Et par exemple par ici. 261, est-ce que ça, par exemple, ça correspond à un niveau de Fibonacci ou quelque chose? Est-ce qu'il y a une cohérence dans tout ça? Si jamais on prend la dernière baisse là ici, j'ai dit combien? On serait au-dessus de la zone de rechargement malheureusement, donc c'est pas un super setup de trade. Si jamais on veut bien garer son stop bien à l'abri des derniers supports, si on se met même pile poil sur le support et qu'on essaye ici de descendre, ouais, c'est pas un trade génial. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment, vous comprenez que la zone de rechargement de short là ici, elle est là. Hop, elle est ici. Tac, et c'est une zone de vente. Donc ici, ça voudrait dire qu'il faudrait vraiment qu'on tape des très gros niveaux en zone de rechargement de short, bah, tout simplement parce qu'il est déjà un petit peu parti, hein. Vous comprenez que si on avait soigné notre entrée là et on avait mis une alerte ici, par exemple, pile à la cassure du W, bah, on serait déjà un petit peu dans un train un peu plus cohérent, puisque là, à chaque fois, bien entendu, ou si on était intervenu sur ce premier W. En tout cas, vous comprenez ici que les privacy coins sont en train tous d'avoir plus ou moins une structure quand même. Je vous ai montré Monero la dernière fois. Et il n'y avait pas de structure encore, et je pense que du coup Monero il a fait sa structure depuis que j'ai fait ma vidéo. Donc voilà, 2-3 jours de gros pump ici pour les privacy coins. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de la question. On pourrait aller voir le sentiment, bien évidemment. C'est toujours important de regarder un petit peu la tendance. Donc là, on pourrait faire un Google Trend, par exemple, pour savoir si Zec est relativement recherché. On va aller sur Lunar Crash pour voir un petit peu ce que ça dit à ce niveau-là. Et on a un bullish sentiment qui n'est pas très fort. Par contre, pas mal de social engagement, dominance sociale, etc. Est-ce qu'on a des gros tweets là-dessus? On n'a pas des gros tweeters qui ont tweeté dessus. On pourrait aller voir le nombre de followers ici, par exemple, de la Zcash Foundation. Enfin voilà, vous avez plein d'indicateurs avant de rentrer sur un coin. Vous pouvez aller voir son site web. Est-ce que bien entendu, vous pouvez aller voir aussi CoinMarketCal. Est-ce qu'il y a des événements qui sont prévus avec des gens du Zcash autour? Vous pouvez aller voir sur Messari. Messari, vous regardez les investisseurs. Bon là, vous comprenez que ici, c'est des pontes hein, de Eric Borès, etc. C'est quand même vraiment des pontes de l'investissement. Ici, vous pouvez aller voir l'équipe. Je pense qu'il y a un onglet ici, équipe, non, contributors. Voilà, tous les gens qui ont contribué, etc. Voilà, il y a vraiment des tas de choses à voir. Et dans les investisseurs, vous pouvez regarder qui est dessus. Est-ce que, je ne sais pas, Coinbase est dessus, etc. On sait, Pantera Capital, c'est très très gros. Par exemple, hein, petit à petit, vous allez voir souvent les mêmes investisseurs. Les frères Winklevoss, bien évidemment, Winklevoss Capital Management.
qui sont des milliardaires en Bitcoin, je pense, à l'instant T. Voilà. Bon, vous voyez ici qu'il y a aussi des choses à savoir par rapport au sentiment sur les investisseurs, sur à quel point ce truc, comment dire, est intéressant en termes d'investissement parce qu'il y a de la smart money dessus. Donc là, en tout cas, structure, oui. Et rappelez-vous, bien sûr, c'est ça la technique. La structure, c'est oui. La localisation, c'est oui. Le momentum, c'est plutôt oui, à condition que la divergence baissière qui était en place ici ne se mette pas réellement en place. Pour rentrer sur un trade, c'est pas génial. Souvent, moi, j'aime bien plutôt voilà, placer des retournements un petit peu plus tôt et être assuré que mon trade sera pris ici. Et là, selon votre psychologie, vous pouvez dire, bah, moi, je prendrai une première salve de profit ici, une deuxième là, une deuxième là. Et si jamais le truc continue à baisser, bah, vous en rachetez tout simplement et vous revoyez vos zones de profit différemment. Pour lisser votre prix ici vers le bas. Hein. Vous comprenez que c'est ça l'idée d'en racheter. Donc, bien évidemment, le money management est tout à fait primordial dans les altcoins surtout. Et là, moi, je trouve que, en tout cas, tout ce qui est privacy coin permet de hedger un petit peu son portefeuille. Il y a aussi une diversification dans votre portefeuille même à avoir de crypto. Si vous prenez que du métaverse et que le métaverse se casse la gueule, la narration est finie, ou alors voilà, c'est quelque chose excessivement risqué. Si vous prenez que des trucs basés sur des NFT, non, il faut avoir un petit peu de tout. Et principalement aussi, vous allez diversifier entre les grosses caps, les moyennes caps et les petites caps. C'est très important de ne pas avoir que des petites caps, d'avoir quand même voilà, du Bitcoin et de l'Ethereum aussi. Bitcoin, Ethereum ou des autres grosses caps, hein, bien évidemment. En tout cas, vous comprendrez ici que la logique de diversification doit s'appliquer aussi sur votre portefeuille de crypto parce qu'il va moins corriger si vous avez un petit peu de toutes les narrations et vous allez profiter des bonnes narrations quand même, mais vous ne pouvez pas jouer un thème à fond, c'est ça que je veux dire, voilà. Et c'est très, très mauvaise idée de toute façon dans tous les types d'investissements de jouer un thème à fond. Par exemple, en ce moment, celui qui va jouer que du pétrole, il va se hedger en jouant en même temps aussi des énergies renouvelables. Par exemple, si vous voulez faire un contrat d'assurance vie ou un trade basé sur l'énergie en ce moment, ça serait la bonne technique à avoir, d'avoir un petit peu des deux. Vous comprenez l'idée. Vidéo vraiment très longue, je suis désolé, du coup je me suis un petit peu étalé, mais bon, je pense qu'il y avait des choses intéressantes dedans, enfin j'espère pour vous en tout cas. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, mettre un petit like, un petit commentaire, c'est toujours hyper encourageant. Si vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi en commentaire votre animal totem. Votre animal totem, l'animal que vous pensez vous représente le plus. Moi, personnellement, eh ben, c'est l'ours, bizarrement. Pourtant, je suis quelqu'un de plutôt boule, mais c'est l'ours. Voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à bientôt. Salut. Tu viens dire bonjour à YouTube? Tous les jours, tu vas dire bonjour à YouTube. Bien. C'est cassé. Ouais, c'est cassé, on va le réparer. Alors, dis bonjour. 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 Ah, bah, tu dis au revoir parce qu'on allait arrêter la vidéo, justement. Au revoir, YouTube, tu dis. Au revoir, YouTube. Bonjour à tous.